Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, il est 18h15 pour l'économie autrement. La montagne va-t-elle prendre sa revanche cet été? Avec environ 4,5 millions de nuitées chaque été, le territoire Savoie-Mont-Blanc a connu en 2022 une stabilité de sa fréquentation. Le taux d'occupation moyen des hébergements était de 54% en juillet, 59% en août 2022 d'après Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Alors si les Français continuent de privilégier la mer l'été, la montagne a de quoi séduire. 3 invités aujourd'hui pour nous parler justement et décrypter les tendances de consommation. C'est un constat qui n'étonnera personne. Le lac d'Annecy et sa région sont surfréquentés. Multiplication des pratiques sportives sur et en dehors du lac, une offre hôtelière parfois inadaptée, des touristes locaux, nationaux et étrangers parfois frustrés. Dans cette émission, nous donnerons justement les résultats de travaux de recherche menés à Annecy et des recommandations. Face à la surfréquentation de certains sites touristiques, d'autres choisissent le format de la micro-aventure. Découverte dans cette émission d'une expérience immersive de courte durée, pas ou peu chère et respectueuse si possible de l'environnement. Cette pratique différente est-elle marginale ou est-ce vraiment une vraie tendance? Réponse dans cette émission. Quelle expérience client développée dans l'hôtellerie? Les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Les hôteliers doivent s'adapter. Économie d'eau dans les douches des chambres. Éclairage basse consommation. Produits en vrac au buffet. Tour d'horizon dans cette émission des nouvelles pratiques durables. Et je vous l'ai dit, donc 3 invités, et on va commencer tout de suite par vous présenter 2 de ces 3 invités. Roxane Favier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et également vous travaillez au laboratoire IREG. Avec nous également dans cette émission, Dominique Créziac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence, vous également, en sciences de gestion au laboratoire IREG et vous êtes coordinatrice scientifique de la chaire tourisme durable. Alors, on va commencer, Roxane, par planter le décor. On va parler du lac d'Annecy dans quelques instants. Mais d'abord, une définition. Quand on parle de surtourisme, est-ce que c'est la même chose que la surfréquentation ? Alors, il y a une part de surfréquentation touristique dans ce concept de surtourisme, mais ce concept-là n'a jamais été encore bien défini. Les contours sont encore assez flou. Donc il y a une part de surfréquentation touristique dans le sens où ça peut compromettre justement l'environnement, les communautés d'accueil, mais aussi l'économie de la destination. Et les habitants qui peuvent s'en plaindre. Exactement. Donc il y a une part aussi importante sociale, on va dire, de ces impacts-là. Et puis également dans cette définition du surtourisme, il y a donc les résidents qui sont au cœur de la définition qu'on peut en trouver aujourd'hui dans la littérature académique. Alors on va en parler bien évidemment de la surfréquentation du lac d'Annecy, mais d'abord quand vous avez fait ces travaux de recherche, c'est confirmé, on peut le dire, le lac d'Annecy est surfréquenté. Alors, il y a une surfréquentation touristique qui s'est exacerbée depuis notamment la crise sanitaire, qui est vraiment ressentie de manière beaucoup plus importante par les résidents du lac d'Annecy depuis cette période-là. Donc depuis 2-3 ans. Depuis 2-3 ans. Auparavant, c'était très concentré sur la période estivale. Aujourd'hui, les résidents nous disent qu'ils n'ont plus aucun moment de répit tout au long de l'année. D'accord. Donc avant, il y avait des pics de fréquentation. Maintenant, toute l'année, il y a du monde. Exactement. D'accord. Alors, on va parler de vos travaux de recherche que vous avez menés. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, justement, quel a été l'objet de ces travaux de recherche et quel était l'objectif ? Alors, nous avons interrogé une trentaine de résidents du pourtour du lac d'Annecy pour recueillir leurs impressions à la fois positives et négatives du développement touristique de leur destination et de leur lieu de résidence, pour en savoir un petit peu plus sur leurs impressions, leurs avis et aussi leur rapport qu'ils ont aux touristes et au développement, aux acteurs locaux du touristique sur cette destination-là. Donc une trentaine de résidents.
que vous avez interrogé de quelle manière? Ça s'est passé comment? Alors nous avons fait un premier aspect, c'est-à-dire nous avons contacté des résidents sur les médias sociaux. Il y a des groupes qui réunissent des associations de résidents sur Facebook, par exemple. Donc vous les avez trouvés via les réseaux sociaux? C'est ça. Et puis nous avons également eu une communication sur l'essor savoyard qui nous a permis justement d'avoir un peu plus de répondants pour notre projet. Est-ce qu'il y avait une méthodologie particulière? Alors c'est une méthodologie qu'on appelle qualitative, c'est-à-dire que nous avons fait des entretiens avec les résidents, soit en face à face ou soit par vidéoconférence, puisque c'était en période de crise sanitaire, donc c'était beaucoup plus approprié. Et puis nous avons interrogé, donc nous avons essayé d'avoir un échantillon qui soit quand même assez représentatif du territoire du lac d'Annecy, donc tout quartier d'Annecy, mais également les communes qui se situent au pourtour du lac d'Annecy. Oui, vous aviez des critères pour pas prendre des habitants comme ça à la volée. Il y avait une vraie méthodologie de recherche derrière. Exactement. Et puis nous avons fait aussi attention à ne pas avoir dans notre échantillon des personnes qui ont un intérêt économique via le tourisme, que ce soit professionnellement en étant commerçant par exemple, mais aussi personnellement en mettant par exemple en location son bien sur la période estivale. Pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Exactement. Alors, on va parler justement de ces résultats. Qu'est-ce que vous avez appris à l'issue de ce travail de recherche qui a duré combien de temps d'ailleurs? Sur l'été 2020 et l'automne 2020, ça s'est poursuivi. Et puis un peu plus tard, nous avons fait une deuxième collecte sur justement les résidents qui ont fait le choix de quitter le lac d'Annecy pour des raisons notamment de surfréquentation touristique. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de ce travail de recherche justement? Alors, on a appris qu'il y avait plusieurs grades de réponse comportementale face au développement touristique du lac d'Annecy. La première approche, la première étape, je dirais, c'est plutôt une tolérance vis-à-vis de la fréquentation touristique et des touristes. Parce que Annecy est une ville touristique, c'est normal qu'il y ait du monde. Exactement, c'est une belle ville entre lac et montagne, donc c'est normal que ça attire du monde. Mais c'était assez minoritaire, on va dire, dans notre échantillon. On a une deuxième étape qui était plutôt l'ajustement. À la fois donc temporel mais aussi spatial. Donc des résidents qui ont dû progressivement changer leur comportement, leur mode de vie, et donc ça a impacté vraiment leur qualité de vie à ce moment-là. Donc c'est-à-dire aller au lac plus tôt le matin, aller au marché de la vieille ville plus tôt le matin également, en semaine, ou essayer en tout cas de différer, on va dire, leur sortie. Pour ne pas se mêler aux touristes. Pour ne pas se mêler aux touristes et aussi pour pouvoir avoir une expérience qui soit quand même beaucoup plus gratifiante pour eux. Parce que quand il y a beaucoup de monde et qu'on habite à Annecy, se mêler aux touristes, c'est quoi? Il y a trop de monde, on n'arrive pas à circuler comme on veut, on n'arrive pas à faire comme d'habitude quelque part, c'est ça aussi? On est obligé de changer de comportement complètement. On met peut-être 3 fois plus de temps pour se rendre sur son lieu de travail, donc ça peut être embêtant de devoir partir plus tôt. Ça change complètement les habitudes quotidiennes des résidents, et c'est ce qui peut aussi impacter vraiment grandement leur comportement et leur qualité de vie à ce moment-là. Ça, c'était quelque chose que vous aviez déjà observé par le passé, ou ça a été vraiment une révélation finalement à travers cette étude de savoir qu'il y avait vraiment ce tel degré de frustration des habitants? Alors on avait eu déjà des échos un petit peu de ces modifications de comportement par des échanges un peu informels avec les résidents du lac d'Annecy, mais on a aussi senti, ce qui nous a un peu surpris, c'est ça peut aller jusqu'au retrait temporaire justement de la destination du lac d'Annecy, c'est-à-dire que des résidents préfèrent carrément quitter le bassin annécien le temps de la période estivale, le temps des pics de fréquentation touristique, justement pour éviter de subir les externalités négatives en lien avec le développement touristique. Donc là, on ne parle pas de déménagement, mais c'est simplement changer de domicile quelque part quelques semaines pendant l'été. Voilà, c'est se rendre dans une résidence secondaire s'il y en a une, ou aller chez des proches dans d'autres régions peut-être moins fréquentées. Et puis la dernière étape qu'on a observée, c'est vraiment le déménagement. Donc on a interrogé dans la première vague des personnes qui n'avaient pas encore franchi le pas, mais qui avaient dans leur coin de leur tête vraiment cette idée de vouloir peut-être déménager. Le déménagement, ça a été une surprise là aussi de voir qu'il y a des gens qui ne supportent plus, entre guillemets, de voir des touristes qui par ailleurs apportent de la richesse au territoire? Oui, ça a été surprenant comme résultat, puisque pour la plupart, c'est des Annéciens qui sont là depuis plusieurs générations.
et donc ils sont prêts justement à sacrifier un petit peu la qualité de vie qu'ils ont sur le lac d'Annecy pour aller ailleurs, et donc voilà, ne plus avoir leurs proches, leur famille à proximité, et de devoir changer complètement leur vie quelque part. Vous arrivez à évaluer la part de cette population-là qui déménage? C'est minoritaire, c'est majoritaire? Alors on n'a pas encore de chiffres, des indicateurs clés sur ce sujet. Je pense que ça sera l'occasion de mener une étude plus quantitative sur ce sujet du surtourisme. Ce serait beaucoup plus intéressant de pouvoir sonder une plus grande part de résidents. Alors vous avez dit qu'il y a des habitants qui sont tolérants, d'autres qui s'adaptent entre guillemets, et puis il y en a certains carrément qui ne supportent plus, qui soit s'en vont durant la période estivale, ou d'autres qui carrément déménagent. Est-ce que vous avez fait d'autres constats à l'issue de votre travail de recherche? On a également sondé les résidents sur les impacts qu'ils peuvent ressentir dans leur quotidien, ce qui était beaucoup plus dommageable pour eux, préjudiciable dans leur vie quotidienne. Donc il y a plein de nuisances qui nous ont été remontées. Et notamment, il y a un terme qui est revenu à quasiment chaque entretien que nous avons mené, c'est Disneyland. C'est-à-dire que la ville commence à devenir un parc d'attractions. Tous les offres produits touristiques sont tournés justement vers les touristes. Une fois que les touristes sont partis, il ne reste plus grand-chose d'ouvert, en tout cas d'accessible pour les résidents. Ça veut dire quoi derrière? C'est qu'on perd un peu d'authenticité, c'est ça que vous voulez dire? Il y a une perte d'authenticité, une perte d'identité aussi de certains quartiers qui aimeraient bien retrouver une vie locale, un paysage commerçant qui a été profondément modifié, avec des petits commerces où on avait l'habitude d'aller qui ont disparu au profit par exemple de boutiques de souvenirs. Parce qu'il faut plaire aux touristes. C'est un peu l'objectif aussi économique qu'il y a derrière ces intentions. Disneyland, le mot est fort quand même, parce que on pourrait se dire que c'est un parc d'attractions à ciel ouvert. Bon, quand on habite une ville, on n'a pas forcément l'impression d'habiter un parc d'attractions. Là, en l'occurrence, les commerçants peuvent se sentir, je vais pas dire jusqu'à dire insultés, mais voilà, il y a un jugement en fait qui est mis sur ce qualificatif-là. On peut dire qu'il est justifié aujourd'hui, selon vous? Comment vous voyez les choses? Alors les commerçants eux-mêmes commencent aussi à ressentir un certain mécontentement qui commence à monter de plus en plus du côté des touristes. Donc les touristes, leur expérience en vient aujourd'hui aussi à être impactée négativement. Donc ils ne vivent plus leur expérience vraiment pleinement comme ils pouvaient le faire avant. Donc ils démontrent, on va dire, leur mécontentement de plus en plus aux commerçants, aux hôteliers qui les accueillent. Donc les commerçants commencent à ressentir un petit peu cette frustration-là aussi. Donc on génère de la frustration chez les habitants, chez les commerçants. Finalement, quand on vous écoute, on se dit mais les touristes, ils n'amènent que des mauvaises choses. Alors sur le plan économique, non, bien évidemment, ça apporte quand même pas mal de bénéfices pour les destinations. Mais ce qui a été remonté aussi de la part des résidents, c'est que justement les résidents n'ont pas l'impression, enfin en tout cas ne voient pas les intérêts pour eux en fait à titre individuel. C'est-à-dire comment les bénéfices sont reversés. Il n'y a pas de communication qui est faite clairement à ce sujet sur, à titre individuel, comment ils peuvent bénéficier de ces répercussions positives. Le paquet est noir de monde, la vieille ville est noire de monde, mais moi, habitant d'ici depuis des années, finalement, qu'est-ce que j'y gagne, c'est ça? Oui. C'est un peu l'idée qu'ils ont fait remonter et des recommandations qu'ils aimeraient mettre en place pour l'avenir. Ces mécontentements, on y répond comment? Vous avez parlé des commerçants frustrés, des habitants frustrés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y a un plan national qui a été lancé il y a quelques jours par le gouvernement de gestion des flux touristiques. Donc, c'est mieux gérer les flux touristiques, mieux les répartir sur le territoire, que ce soit spatialement, mais aussi temporellement. Il y a aussi un aspect marketing, donc tout ce qui est communication. Pourquoi pas arrêter de faire la promotion de certaines destinations touristiques pour éviter justement l'afflux touristique. Alors, vous n'allez pas vous faire que des amis, j'imagine, en disant ça. Faire de moins de pub sur le territoire, sur la ville d'Annecy, j'imagine que c'est pas trop dans les cartons des élus, de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, des acteurs locaux. On est obligé de le faire quand même, de faire de la promotion du territoire, non? Alors on peut le faire, mais de manière peut-être plus limitée et en tout cas plus transparente. On a des destinations comme le Parc national des Calanques, par exemple, qui ont fait des communications tout à fait transparentes sur leur attractivité touristique en montrant des images des Calanques qui sont surchargées de touristes. Et donc ça montre vraiment la réalité à cette période-là de l'année. On pense aussi au Mont-Saint-Michel.
dont on voit souvent des reportages, des images à la télévision, où on voit ces rues bondées avec énormément de monde. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça que vous voulez dire? On parle même de réguler les flux touristes, d'instaurer des check-in avec des horaires précis. C'est ça qu'il faudrait faire. Faudrait que sur le papier, voilà, il y ait comme un péage où on dit aux gens, vous venez à telle heure et entre telle et telle heure, vous pouvez pas venir? Alors c'est délicat comme mesure, hein. C'est une mesure drastique qui a été mise en place par ailleurs dans d'autres destinations comme Dubrovnik en Croatie. Mais la question des quotas est quand même des enjeux politiques assez forts et surtout lorsqu'il y a un territoire à multi-entrées, il est très difficile de mettre en place justement des checkings ou de mesurer vraiment qui entre par quels moyens. Donc c'est aujourd'hui une mesure pour laquelle on n'espère pas arriver jusque-là. Je pense qu'il y a d'autres alternatives qui sont plus accessibles. Alors vous avez dit il faut réguler les flux. Donc vous avez dit dans l'espace et dans le temps. C'est quoi les recommandations que vous faites à l'issue de votre travail de recherche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors par exemple la question des événements, les événements qui peuvent être justement plus dispatchés sur tout le territoire. Ça peut être aussi justement de recommander, de sensibiliser les touristes de se rendre sur certains sites touristiques à des heures qui sont peut-être moins fréquentées en tout cas. Donc ça, c'est des recommandations qui vont dans ce sens-là, de dispatcher vraiment les animations, les activités touristiques sur tout le territoire. Donc dispatcher sur tout le territoire, ça veut dire un partenariat, un lien étroit avec tout ce qui est office de tourisme et peut-être de pas raisonner uniquement à l'échelle d'un espace, d'un territoire. On sait que les offices de tourisme prêchent un petit peu pour leur paroisse, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire que demain, il faut peut-être avoir une vision globale du territoire? Je pense que tous les acteurs et toutes les parties prenantes aujourd'hui du tourisme doivent s'associer, doivent collaborer ensemble justement pour mettre en place un certain nombre de mesures, d'initiatives qui vont répondre justement à la demande du gouvernement de mieux gérer les flux touristiques sur le territoire. C'est le cas aujourd'hui? Ils collaborent déjà ensemble, ces acteurs-là? Je pense à certains niveaux ils collaborent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la priorité numéro 1 de certains acteurs, c'est bien évidemment la rentabilité économique. Mais là, il faudrait établir un cahier des charges beaucoup plus clair sur les priorités justement pour un territoire, pour ne pas nuire à la fois aux communautés d'accueil, mais aussi maintenant aux touristes. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut promouvoir d'autres pratiques? Parce que finalement, quand on fait de la publicité pour le lac d'Annecy, ça veut dire promouvoir des pratiques sur le lac, des activités nautiques, promouvoir des commerçants locaux, promouvoir de la randonnée à proximité du lac d'Annecy. Ça génère beaucoup de flux touristiques, ce qui est très bien pour le territoire, bien entendu, on va pas s'en plaindre. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas aussi des activités peut-être moins connues à promouvoir et qui sont peut-être pas assez justement mises en avant aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment se dire que l'on peut être dépaysé sans partir très loin de chez soi et donc on peut faire vivre aux touristes des expériences complètement insolites pour qu'ils se sentent justement déconnectés de leur vie quotidienne, comme par exemple les micro-aventures. Et on sait qu'on est on parle du lac d'Annecy, mais on pourrait parler du lac du Bourget aussi. Alors, vous me confirmerez qu'a priori, on n'est pas dans de la surfréquentation pour l'instant? Pour l'instant, je ne pense pas qu'on arrive à ce niveau-là, puisque le territoire d'Annecy est quand même assez enclavé entre le lac et les montagnes, qu'on ne peut pas bouger. Ici, on a quand même un peu plus d'espace, je dirais. Donc, la surfréquentation peut-être se fait moins ressentir, mais elle commence quand même à prendre aussi de l'ampleur. Oui, parce que quand on habite Aix-les-Bains l'été, on sait qu'il y a beaucoup de bouchons, qu'il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de différentes pratiques sportives. C'est difficile parfois de cohabiter sur la route entre vélos, les trottinettes, les voitures. Ça, c'est aussi un enjeu peut-être pour le territoire Aix-les-Bains, Chambéry, Grand Lac, comme on dit aujourd'hui. Il y aura ces enjeux-là qui vont se poser dans quelques années, j'imagine. Oui, il y a des enjeux de mobilité, je pense, des mobilités douces notamment, donc de promouvoir davantage l'usage du vélo, par exemple, et de délaisser un petit peu sa voiture, ou même carrément de faire des randonnées pédestres sur le territoire. Alors là, on est avec vous, on parle, Roxane, de la surfréquentation du lac d'Annecy. On parle de ces activités dont on fait la promotion, pratiques nautiques, les randonnées, venir au lac d'Annecy qui est un beau lac, il faut pas se mentir, le lac de Bourget est aussi un très beau lac. Dominique Créziac, vous qui connaissez bien ces sujets-là aussi du point de vue des micro-aventures, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission dans quelques instants, mais finalement les micro-aventures, c'est une belle réponse à cette surfréquentation.
Effectivement, il y a vraiment des résonances entre les deux sujets parce l'enjeu pour un territoire, c'est peut-être d'avoir des joyaux qui vont attirer de très loin sur le territoire. C'est le cas de nos lacs, le lac du Bourget, le lac d'Annecy. Mais n'oublie ensuite, pas bien entendu le lac d'Aiguebelette. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est aussi que on puisse attirer à partir de ces joyaux sur des territoires qui ont un petit peu moins d'attractivité touristique. Et je crois que l'enjeu des organismes qui font la promotion de la destination Savoie, Haute-Savoie, etc., c'est aussi de répartir un petit peu mieux les flux, que tout le monde ne se concentre pas dans les endroits qui sont déjà extrêmement connus, mais viennent irriguer d'autres écosystèmes touristiques ailleurs qui ont vraiment beaucoup de choses à amener avec d'autres formes. Et il n'y a pas d'opposition entre ces pratiques-là. On peut vraiment voir une complémentarité et une complémentarité qui est créatrice de valeur à la fois pour les habitants, mais aussi pour les touristes, parce que finalement, ils vivent une expérience complète en ayant découvert le territoire sous beaucoup de facettes vraiment différentes. Donc, il y a vraiment des synergies à creuser là-dedans. Par contre, il faut les promouvoir, ces pratiques peut-être un peu moins connues. Alors, toute la question est de savoir comment on les promeut et puis aussi de savoir comment on les accueille, parce que finalement, ces pratiques qui sont un petit peu sous le radar, dont on va parler, notamment d'aller planter sa tente un peu partout, ça peut être absolument magique pour ceux qui le vivent, mais ça peut poser des tas de problèmes aussi en termes de capacité d'accueil, en termes de nuisances. Et donc, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Parfait. Merci beaucoup Roxane Favier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et que vous travaillez aussi au laboratoire IREG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous suivre. C'est la fin de la première partie, 18h36 sur Radio Grand Lac. Mais vous restez avec nous puisque dans la deuxième partie, on va justement parler des micro-aventures. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h40, l'économie autrement, c'est votre rendez-vous avec l'économie et le décryptage sur Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, on parle de tourisme estival. Après avoir parlé dans la première partie de la surfréquentation du lac d'Annecy, on va s'intéresser dans cette deuxième partie aux micro-aventures. Et avec nous, Dominique Créziac, que je vous présentais dans la fin de la première partie, maître de conférence en sciences de gestion au laboratoire IREG. Vous êtes également coordinatrice scientifique de la chaire tourisme durable et responsable, pour être tout à fait complet, du master management et ingénierie des événements. C'est bien ça ? Oui, absolument. Très bien. Et avec nous également, Lydie Bonnefoy-Claudet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes effectivement, vous aussi, au laboratoire IREG et vous êtes maître de conférence en sciences de gestion et vous êtes, vous, responsable de la mention Master Tourisme, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, on va parler des micro-aventures avec vous, Dominique. On parlait de cette surfréquentation. Finalement, la micro-aventure, c'est une belle réponse. Avant d'en parler dans le détail, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots simples ce qu'est une micro-aventure ? Alors, une micro-aventure, c'est finalement une expérience immersive, vous le disiez tout à l'heure, où on va vivre quelque chose qu'on peut qualifier d'aventure, sauf que c'est pas loin de chez soi, ça dure pas longtemps, ça nécessite pas forcément une condition physique extraordinaire et de façon très importante, ça s'insère dans le quotidien. C'est-à-dire, ça peut être un jeudi soir, ça peut être un week-end, ça peut être quelques jours, mais vraiment, c'est compatible avec une vie normale. Et c'est ça qui fait la différence avec l'aventure avec un grand A. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors typiquement, c'est une façon de dire, eh bien, on va dormir ce jeudi soir au lieu de voir une soirée banale. On va prendre sa tente et on va s'installer un petit peu en altitude et on va passer la nuit là. On va manger son petit pique-nique et puis demain matin on se réveille très tôt et puis on redescend et puis on va travailler normalement. Ça s'est inséré dans son quotidien, mais on a vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose d'incroyable. Et alors en plus, la plupart des gens qui le font postent sur Instagram et ça fait vraiment rêver. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas forcément à l'hôtel, au camping, voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière totalement libre, selon ses envies, ses pulsions, sur une période assez courte. L'idée, c'est vraiment que c'est une forme de vacances sans les vacances. Il n'y a pas besoin d'être en vacances. Et cette idée du temps court qui s'insère dans le quotidien, ça permet aussi de donner beaucoup de sens à cette pratique-là. On fait autre chose parce que finalement, je prends l'exemple du jeudi soir. Bon, peut-être que certains sortent, mais c'est pas forcément une soirée extraordinaire. Et là, on vit quelque chose d'incroyable. Ça peut être aussi sur un week-end. Il n'y a pas besoin que ce soit en montagne. Ça peut être aussi d'aller faire un apéritif after work dans la montagne ou dans la campagne ou dans des vignes et de se dire on passe un moment absolument magique avec très peu de moyens.
En fait, si je comprends bien, c'est le cadre qui est important dans la micro-aventure. Oui, c'est le cadre. Et puis, on va retrouver en accéléré toutes les composantes des vacances ou du voyage, avec l'idée de cette rupture du quotidien, d'être dans un cadre qui nous dépasse, on s'évade, et ceci avec peu de moyens. C'est ça que je trouve intéressant. Et ça remplace pas les vacances. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aller à Annecy au bord du lac avec plein de gens. Ça peut être tout à fait compatible, ou au lac du Bourget, absolument. Mais c'est autre chose encore. Ça complète. Qui est concerné par cette pratique? Ce sont les locaux qui peuvent le soir se dire voilà, j'habite au bord du lac du Bourget, j'ai envie d'aller au col du Chat ce soir pour faire un apéritif, je vais y aller? Ou est-ce que ce sont des touristes qui se disent ok, c'est bien sympa d'aller dans les restos, dans les bars, mais j'ai envie de faire autre chose? Alors, effectivement, c'est plutôt les locaux, et d'ailleurs, ça se pratique dans toute la France. Là, on voit des gens qui vont faire du stand-up paddle sur la Seine. C'est quelque chose qui est que je trouve très original, alors que finalement, les ingrédients, ils étaient déjà là. Donc, c'est vrai que le fait que ce soit pas loin de l'endroit où on habite, c'est vraiment ça la caractéristique de la micro-aventure. Après, ça veut pas dire que les destinations vont pas justement requalifier ou repenser leur offre touristique en proposant à des gens qui séjournent des interruptions au sein de leur séjour plus conventionnel pour faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors, exceptionnel, entendons-nous bien, il ne s'agit pas forcément de faire l'ascension du Mont Blanc, ça peut être quelque chose de beaucoup plus accessible, mais qui va changer. Typiquement, dormir dehors, ça fait partie des choses dont on a l'impression que on vit un moment extraordinaire. Planter la tente. Planter la tente, absolument. Alors, c'est amusant parce que cette vision du camping, parfois, elle peut être un petit peu dévaluée ou galvaudée, et là, tout d'un coup, elle reprend une dimension magique. Oui, parce que, pardonnez-moi, mais le camping a monté en gamme, maintenant on est dans des mobil-homes, finalement on revient un petit peu à comme c'était il y a quelques années en arrière. Absolument, sauf qu'on est tout seul. Et c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire qu'on est tout seul, alors on peut l'espérer, parfois on est en fait finalement plusieurs tentes dans ces espaces-là, mais en tout cas il y a une dimension bivouac, mais un bivouac qui serait pas un bivouac d'altitude, ça peut tout à fait se pratiquer sur des lieux qui sont pas forcément en altitude. Et ça le rend magique. On a parlé au début de cette émission des difficultés de la fréquentation de la montagne l'été, on sait que c'est un sujet récurrent, ça fait des années qu'on en parle, on sait qu'aujourd'hui quand on part en vacances, on a plutôt tendance à aller à la mer, qui est elle aussi, enfin les plages en tout cas qui sont surfréquentées. La montagne connaît quelques difficultés l'été, ça fait des années. Finalement, est-ce que les micro-aventures, ça peut être un moyen de redynamiser la montagne l'été, ou est-ce que c'est pas l'objectif finalement? Je crois pas qu'il y ait d'objectif réellement. Et puis la micro-aventure, c'est sans doute un mot qui est mis sur une pratique qui existe déjà depuis longtemps. Il y a plein de gens qu'on a rencontrés dans nos travaux de recherche qui nous disent mais on le fait depuis toujours, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est plus exceptionnel, c'est peut-être la visibilité, c'est que ça ait gagné en notoriété, qu'on en parle plus, que ça donne plus envie, qu'on voit plus d'images. Il y a des sites internet où on peut réserver ces pratiques, c'est ça? Alors réserver, oui, c'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot là aussi. Souvent, c'est plutôt auto-organisé, un petit peu improvisé, parfois pas loin des parkings. Alors, c'est pas où est l'aventure dans ce cas-là, mais le simple fait d'être dehors le soir, à contre-temps de ce qu'on fait d'habitude, rajoute une dimension assez extraordinaire dans l'expérience. Alors, on l'a dit au début de cette émission, on est là pour parler des tendances justement du tourisme estival. Ça, on peut dire que c'est une vraie tendance du tourisme estival en montagne, ou est-ce que c'est un effet de mode ? L'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qu'on a commencé à observer bien avant le Covid. Mais là, donc quand on regarde les chiffres de l'économie touristique, du tourisme et du sport, on apprend que le matériel de camping, les ventes de matériel de camping ont absolument explosé après le Covid. Donc là, il y a cette remontée en visibilité de cette pratique. Et on voit aussi tout un tas d'images qui germent et qui se répandent, de gens qui se prennent en photo ils sont dans leur tente, ils photographient leurs pieds avec derrière un paysage grandiose, souvent un lac de montagne. Typiquement, ce sont des images qui ont repris une popularité, une notoriété, une attractivité qui est extrêmement importante. Alors sur le sujet des micro-aventures, comme votre collègue précédemment, vous avez mené un travail de recherche. Parmi les constats que vous avez faits, c'est que le territoire finalement n'était pas prêt à accueillir ces micro-aventures. On se dit mais finalement il n'y a pas besoin d'être prêt, le décor est là, il y a juste à planter sa tente. Pourquoi vous nous dites que le territoire il n'est pas prêt finalement ? Et oui, c'était ça la surprise. On a interrogé des pratiquants, donc en pratiquant nous-mêmes, on a réalisé un grand nombre d'entretiens. On a aussi fait des entretiens en ligne ou sur des forums
de pratiquants. Et puis en parallèle, on a rencontré aussi des territoires avec lesquels on a discuté de ces pratiques. Et finalement, ce qui nous remonte à l'occasion des entretiens, mais d'autres fois sur des rencontres plus informelles, ils nous disent « Ah, mais cet été, il y avait des gens partout, ils campent n'importe où, même dans les jardins, parce que les jardins sont pas... » sauvage parfois. Exactement. Et sans vouloir dégrader, finalement, il y a quand même des dégradations qui sont occasionnées. Il y a des voitures là où ils ne devraient pas être garées. Voilà. Donc finalement, les territoires se trouvent dans une situation un petit peu ambiguë, surtout des territoires de moyenne montagne, qui souhaitent la venue de plus de touristes en montagne, qui aimeraient bien que les gros pôles d'attractivité comme les lacs justement amènent des gens sur des territoires moins attractifs, en tout cas peut-être moins connus pendant l'été. Mais une fois que les touristes arrivent, eh bien, des fois, ça pose quand même question parce que ces touristes, ils viennent là sans forcément consommer, donc sans amener directement, en tout cas, une activité économique. Et donc, c'est une tension qui est légitime, hein, mais... Alors, on va y revenir sur cet aspect consommation. Qu'est-ce que ça apporte au territoire, justement, les micro-aventures. Mais en tout cas, pour en revenir à cette occupation, on va dire, du territoire, derrière, ça génère des conflits d'usage. Parce que c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. J'y ai implanté ma tente, je sais peut-être pas que je suis sur un terrain privé. Peut-être que si je suis en montagne et que je passe dans un pâturage, on sait qu'il peut y avoir des conflits d'usage avec des éleveurs, avec des agriculteurs. Voilà, il faut avoir conscience aussi que quand on arrive sur un territoire qu'on ne connaît peut-être pas, il y a peut-être des questions à se poser en amont ou des choses à comprendre, à connaître. Alors c'était vraiment intéressant d'interroger les pratiquants parce qu'on leur a posé la question de dire est-ce que vous savez si vous avez le droit d'être là ? Et finalement ils disent oui, on a le droit. Oui, c'est la nature. Oui, c'est la nature. Mais en fait juridiquement on est dans la nature, mais cette nature elle appartient quand même la plupart du temps à des gens. On est la plupart du temps sur des terrains privés, mais ils ne sont pas forcément clôturés. Il n'y a pas des interdictions partout. Donc finalement c'est dans une perception de flou en tout cas qui effectivement génère des conflits. Et puis il y a aussi cette image que aller en montagne, ça doit être quelque chose on doit un peu souffrir, on doit marcher longtemps, on doit porter son gros sac sur le dos. Et puis là, il y a une partie de la micro-aventure. Clairement, on sort de la voiture à un gros bar, on se gare au bord d'un champ, on sort un gros barbecue, on met éventuellement de la musique et on passe un moment incroyable. Sauf que les gens qui habitent pas loin, ils apprécient modérément ce type de pratique-là. Ils sont pas habitués. Même si ça dure quelques heures. Même si ça dure quelques heures, ils sont pas habitués. Voilà, donc parfois il y a un petit peu de tension. Alors il peut y avoir des conflits d'usage, mais des fois ça peut bien se passer aussi. Mais mettons-nous à la place de quelqu'un qui débarque et qui veut s'installer sur un terrain. Il fait comment pour savoir si c'est privé, pas privé, s'il y a pas de panneau, s'il y a pas de pancarte, s'il y a pas de clôture, s'il y a pas de barbelé. Je fais comment je peux me préparer à ça? Alors, je pourrais vous répondre, nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai. Et effectivement, les mairies disent, si on va au cadastre, on peut voir. En fait, évidemment, en général, les gens ne le font pas avant. Et les endroits touristiques sont plutôt bien préparés avec des panneaux qui réglementent le camping, les feux, la présence des chiens. Mais là sur où vient se concentrer la majorité des touristes. Mais justement, sur des lieux moins fréquentés, il n'y a pas ce type de panneau-là. Et c'est finalement peut-être très bien. Et peut-être qu'on en viendra à plus de réglementation. Mais effectivement, il y a ces temps intermédiaires où des gens arrivent et c'est encore pas tout à fait prêt. Alors, vous l'avez esquissé un petit peu il y a quelques minutes. Vous avez dit finalement ces personnes-là viennent, occupent des terrains, se font plaisir, coupent un peu avec leur quotidien. Mais derrière, ça génère quoi pour le territoire d'un point de vue économique? Parce que finalement, quand je viens avec mes merguez, mes chipolatas, mon barbecue, mes chips, ok, j'ai été à la supérette du coin acheter ma nourriture, mais mis à part ça, pour les acteurs économiques locaux, ça ne génère pas grand-chose, on a l'impression. Oui, mais c'est aussi ça, l'économie de la randonnée. C'est effectivement pas forcément des pratiques qui vont générer énormément de revenus directs. C'est un problème pour la montagne, justement? C'est un problème pour la montagne, mais c'est aussi ce qui fait la magie de la montagne. C'est aussi un espace de liberté. Et l'idée n'est pas de marchandiser la moindre activité en montagne. On peut pas quand même imaginer que dès qu'on va mettre un pied en dehors de chez soi, il va falloir payer pour avoir le droit de marcher. Donc il y a vraiment cette tension-là. Et puis la très bonne nouvelle, c'est que la seule bonne nouvelle peut-être du réchauffement climatique, c'est que les territoires de montagne où il fait un peu plus frais ont vraiment quelque chose à jouer en termes de bien-être, en termes d'une offre qui peut vraiment répondre à un besoin extrêmement important. C'est une véritable aubaine pour ces territoires-là sur l'été. Donc l'organisation, elle va probablement suivre
les choses vont se mettre en place, parce que tout le monde n'a pas de tente. Il y a peut-être aussi des aménagements qui vont pouvoir se mettre en place. On le sait, par exemple, sur le territoire de Beldon, qui est en train d'installer ce qu'ils appellent des camps de base, où il y a des sanitaires extrêmement sommaires, un point d'eau, des poubelles, qui permettent qu'il y ait moins de désagréments pour les locaux, ou en tout cas pour l'environnement, mais qui permettent d'accueillir des pratiques très informelles. Les gens vont se débrouiller, vont faire appel éventuellement à des accompagnateurs de moyenne montagne. C'est d'autres acteurs du tourisme. Alors, vous le savez, dans le tourisme, comme dans d'autres secteurs, il y a l'essor de ces plateformes de réservation en ligne. Est-ce qu'on peut imaginer demain que des acteurs économiques nationaux ou voire même étrangers se saisissent de cette opportunité-là, parce que c'en est une, pour créer des plateformes de réservation de micro-aventures? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Alors, il y a deux aspects dans votre question. Il y a un aspect hébergement. Il y a déjà des sites qui permettent très facilement de mettre à disposition de campeurs son terrain. Ça va très vite. Et ça existe déjà. Ça existe déjà, effectivement. Mais ensuite, on peut aussi imaginer que des accompagnateurs de moyenne montagne, des acteurs du tourisme local, d'une forme plutôt de slow tourisme, de choses plus immersives dans la nature, très respectueuses de la nature, vont peut-être, à travers ce goût de la micro-aventure, trouver un nouveau type de clientèle, une nouvelle acculturation à la montagne. Parce que là aussi, si on n'a pas les codes où on peut mettre sa tente, comment on doit se comporter, comment on est en sécurité. Avoir accès à l'information, où est-ce que je peux le faire, où est-ce que je ne peux pas le faire. Exactement. Et puis parfois on a besoin d'être accompagné aussi dans l'émerveillement, pour savoir observer, pour savoir reconnaître des cris d'oiseaux, etc. Donc là aussi, des tas de possibilités s'ouvrent, et ce n'est pas exactement la forme qui était attendue, mais c'est la vie. Et c'est aux acteurs économiques locaux peut-être de se saisir de ces opportunités. Oui. Certainement aussi en revoyant les éléments de langage avec lesquels ils vendent peut-être leurs prestations. Et c'est vrai qu'on a vu le mot micro-aventure fleurir sur tous les sites de destination, et c'est une très bonne chose. Alors, il y a des inconvénients malgré tout. Alors, il y a beaucoup de plaisir, mais il y a des inconvénients, notamment le fait qu'on soit sur des formats courts, donc difficile à anticiper, ça vous l'avez dit, que c'est pas ou peu mal organisé, donc d'où l'intérêt peut-être d'avoir des acteurs économiques qui se saisissent peut-être et qui viennent cadrer un peu ces pratiques. Et puis, on a des lieux qui sont souvent spectaculaires, qui sont choisis par les pratiquants. On peut imaginer que demain, même des politiques ou des institutionnels se saisissent de ça pour dire on a un très beau territoire, c'est pas forcément que des commerçants, que des restaurants, que de belles pratiques sportives, mais c'est aussi ce genre de tourisme-là qu'on veut générer. Alors c'est particulièrement intéressant pour des territoires qui n'ont pas forcément un joyau bien spécifique à mettre en avant. Ils vont peut-être plutôt mettre en avant le caractère sauvage. Il y a des touristes qui ont envie d'être seuls. Oui. Il y a des touristes qui ont envie d'être dans un endroit qui n'est pas aménagé. Pas surfréquenté. Et pas surfréquenté, où il y a le minimum d'aménagement, et ça crée vraiment quelque chose de majeur, et pas forcément pour des gens qui ont une condition physique incroyable et qui vont être capables de faire un dénivelé très fort. Pour l'instant, cette partie-là de la clientèle est très très peu adressée. Lydie Bonnefoy, Claudet, vous êtes également avec nous. Vous allez nous parler dans la troisième et la dernière partie d'hébergement. Mais là, quand vous écoutez Dominique Créziac qui nous parle de micro-aventure, ça ne met pas trop en valeur l'hébergement finalement, parce que quand on vient planter sa tente, par définition, on va pas à l'hôtel. Oui, c'est une autre forme d'hébergement, et puis il en faut pour tous les goûts, je pense aussi. Donc après, effectivement, on travaille pas forcément sur les mêmes sujets, mais pour le coup, puisque je viens là pour parler aussi d'hôtellerie durable, là je pense qu'on se rejoint, parce qu'effectivement ce type de pratiquants cherche à avoir le moins d'impact possible sur le territoire, et c'est quand même bien le sujet de ce soir. Et ça mérite parfois certains aménagements, justement, d'être accompagné pour avoir peu d'impact, parce que la question de chacun prend sa voiture et fait 1 heure de route le soir pour dormir dans la nature, c'est pas forcément extraordinaire en termes d'impact carbone, c'est pas forcément c'est pas très une écolo. pratique qui est totalement décarbonée et sans impact. Donc c'est intéressant qu'il y ait ces dynamiques sur un territoire pour avoir des zones d'accueil sur toute une gamme, des choses les plus aménagées jusqu'à des choses très peu aménagées. Parfois le luxe, ça peut être aussi d'être dans un endroit complètement sauvage. Par contre, ça sous-entendrait qu'il faudrait du transport personnalisé à la carte. Ça, malheureusement, le transport commun ne peut peut-être pas le faire, ça.
On reviendra pour en parler. Ah, c'est ça, hein, voilà. Merci beaucoup en tous les cas, Dominique Créziac, d'avoir été avec nous et d'avoir mené donc ces travaux de recherche sur les micro-aventures. Et Lydie Bonnefoy-Claudet, vous allez rester avec nous puisqu'on va continuer de parler d'offres d'hébergement dans la troisième et la dernière partie de cette émission. 18h57, on est en direct sur Radio Grand Lac, c'est l'économie autrement et on parle de tourisme estival. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 19h01, vous êtes en direct sur Radio Grand Lac pour l'économie autrement. Si vous nous rejoignez, on parle de tourisme estival aujourd'hui. Et après avoir évoqué la surfréquentation du lac d'Annecy, les micro-aventures, dans cette troisième et dernière partie, nous allons parler de l'hébergement durable. Avec nous, Lydie Bonnefoy-Claudet, donc pour nous parler justement de cet hébergement durable. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de gestion spécialisée en marketing. Vous êtes donc à l'université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes membre également du laboratoire IREG. Et on va parler donc d'hébergement durable effectivement dans cette émission. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quel a été l'objet de cette étude et de vos travaux de recherche ? Oui, tout à fait. Alors pendant les dernières années, les 3 bonnes dernières années, j'ai porté un projet Interreg, donc avec un financement européen, coporté avec un collègue suisse qui visait à mieux comprendre, enfin pour faire très largement, c'était un projet pour développer la durabilité dans l'hôtellerie, principalement transfrontalière. Ça veut dire quoi la durabilité ? Bon, la durabilité, a priori, si on s'arrête au développement durable, c'est le fait de pouvoir répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre les générations futures. Ça, c'est la définition un peu académique, entre guillemets. Ouais. Et après, dans l'hôtellerie en particulier, on peut, on imagine en fait toutes les actions des hôteliers et puis les actions des clients aussi pendant leur séjour, qui vont avoir un objectif de durabilité, soit écologique, soit social, sociétal ou économique. Pardon ? Oui, nous on s'est plutôt concentré sur l'aspect écologique. Parce que les clients sont de plus en plus exigeants. Ils sont de plus en plus exigeants. Il y a une étude qui avait montré que 76% environ de la population française était intéressée par un tourisme plus durable. Donc, et dans le tourisme, il y a notamment la question de l'hébergement. Alors, ça se traduit comment, cette durabilité, justement, de l'hébergement ? Je le disais en introduction, c'est consommer moins d'eau, moins d'électricité. C'est ça, par exemple ? Oui, c'est déjà ça. On pense beaucoup à ça. Et c'est vrai que les hôtels sont beaucoup engagés là-dessus, aussi parce que le classement, les étoiles des hôtels maintenant reposent de plus en plus sur des critères écologiques. On met ces critères-là pour attribuer des étoiles et plus on prend en compte ces critères-là, plus on a d'étoiles. Oui, alors disons qu'il y a de plus en plus, pour obtenir vos étoiles aujourd'hui, quand vous êtes un établissement hôtelier, vous êtes obligé d'intégrer des critères. Alors effectivement, ce sont beaucoup des critères qui sont liés aux économies d'eau, d'énergie, voilà. Alors que des actions ou des pratiques durables pour un hôtel, ça peut être beaucoup plus diversifié. On peut penser notamment au vrac pour le petit déjeuner. On peut penser à la mise à disposition de vélos électriques pour les clients. On peut penser à une meilleure gestion des déchets, notamment des déchets organiques, avec la mise en place d'un compost. On peut, des pratiques, il y en a tout un tas. Et tout ça, on le prenait moins en compte, on ne le prenait même pas du tout en compte avant. Presque pas. Presque pas. Presque pas. Et c'était il y a combien de temps à peu près ? Là, ça a changé. Les critères de classement ont été modifiés en avril 2022, si je ne me trompe pas. Donc c'est tout récent. C'est récent. Ouais. C'est le Covid qui a changé ça ou finalement c'était dans la tendance du moment ? Oui, je pense que c'est quelque chose. On est obligé d'aller vers plus de durabilité. Alors, on a parlé de l'eau. Comment on peut réduire la consommation d'eau dans un hôtel ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est propriétaire d'un hôtel ou quand on est client ? Alors la consommation d'eau, il y a plusieurs choses. On peut imaginer des choses très micro, c'est-à-dire installer par exemple des mousseurs pour limiter la consommation en fait au moment où le client ou d'ailleurs les employés utilisent de l'eau. Au niveau du mitigeur ? Tout à fait. Après il y a des choses que plein de clients connaissent, c'est essayer de réutiliser les serviettes, le linge de lit, pour éviter
de trop laver et donc de trop consommer d'eau. Pas prendre une douche de 20 minutes. Pas prendre une douche de 20 minutes. Voilà. Même si ça peut être agréable. Aussi, ouais. Et ça, c'est justement la partie des clients. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient prêts aussi à se dire, c'est pas parce que je suis à l'hôtel qu'il faut que je prenne un bain tous les soirs. C'est pas parce que je suis à l'hôtel qu'il faut que je reste 20 minutes sous ma douche. Distributeur d'eau aussi, peut-être, dans l'établissement. Ouais. Alors là, il y a un double impact aussi, parce que les distributeurs d'eau, il y a aussi beaucoup d'hôtels aujourd'hui qui disent, moi, je veux plus donner d'eau en bouteille. À cause du plastique. Il y a aussi l'histoire du plastique. Voilà. Mais après, encore une fois, il faut que les clients soient prêts aussi à ne pas avoir leur petite bouteille d'eau dans leur chambre. Et puis l'électricité, c'est des consommations, des ampoules basse consommation. Ouais. Ça, c'est devenu un peu la règle quand même. Beaucoup, oui. Oui, ça, c'est des choses qui sont assez fréquentes maintenant. Aussi parce qu'il y a un intérêt économique très important pour les établissements. Et puis, quand on parle de tourisme durable et d'hébergement durable en particulier, on y pense peut-être moins, mais c'est de travailler aussi avec des acteurs locaux, plutôt que d'avoir des grandes marques nationales présentes au buffet du petit déjeuner ou du déjeuner, voire même du dîner. C'est essayer de travailler avec des producteurs locaux, de fromage, de vin, des producteurs de primeurs, de fruits et légumes. Ça aussi, ça rentre dans cette pratique durable ? Oui, complètement. La question des approvisionnements, alors si elle peut, effectivement, si les approvisionnements peuvent être locaux, le plus possible. J'ai discuté il y a quelques temps avec quelqu'un qui travaille dans un hôtel. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse citer des marques. Donc mais vous pouvez nous donner le type d'établissement, par contre. C'est plutôt un grand établissement type Palace. Voilà. En station ? Pas du tout. Et pas en dans ville. le coin. Pour le coup, pas dans le coin. Plutôt vers Bordeaux. Bon. Et qui avait beaucoup de difficultés pour trouver, par exemple, des chaussons, à offrir aux clients à leur arrivée, des chaussons qui soient faits de façon la plus écologique possible et qui soient fabriqués sans être vraiment local, mais en tout cas sans être fabriqués à l'autre bout de la planète. Et ça, les clients l'attendent, sont exigeants par rapport à ça, et c'est un atout marketing aussi, parce que j'imagine qu'un établissement qui fait ça a envie un peu de le revendiquer et de le faire savoir. Maintenant, il faut être capable en tant que consommateur de se dire, là, c'est peut-être un peu, pas mensonger, mais en tout cas un peu exagéré, c'est ça, il faut s'y retrouver aussi. Oui, c'est un vaste sujet. Il y a quand même beaucoup de clients aujourd'hui qui ont encore l'impression que les hôtels, et puis pas que les hôtels, c'est aussi valable dans d'autres secteurs d'activité, mais font beaucoup de greenwashing. Donc ça, c'est important aussi pour le client de savoir que l'hôtel, il est vraiment engagé dans cette démarche. Dire qu'on est engagé dans la tendance durable pour attirer des clients, alors que dans les faits, c'est pas trop le cas, c'est ça que vous voulez dire, parfois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on voit beaucoup d'hôtels maintenant qui essayent de favoriser, en tout cas de pousser les gens à ne pas réutiliser leurs serviettes, etc. Et quand c'est la seule action visible pour les clients, c'est quelque chose qui est assez mal reçu. Donc il faut qu'on voit aussi que l'hôtel fait des efforts par ailleurs sur d'autres types d'actions. Pour avoir une image plus contrastée, et puis plus positive de l'engagement de l'hôtel. Par contre, les hôtels qui ne le font pas, ça aujourd'hui, clairement, les clients les sanctionnent, ne viennent plus, font des commentaires négatifs. Qui ne font pas quoi ? Qui ne font pas ces pratiques durables, justement. Est-ce que les clients aujourd'hui vont sanctionner ces établissements-là ? Je pense que ça dépend aussi, je disais tout à l'heure que c'était une vaste question, ça dépend aussi beaucoup du type d'hôtel, ça dépend aussi beaucoup du type de clientèle. On sait que, alors ça peut être la question de la culture, de quel pays on vient. Il y a des gens qui sont plus sensibles, d'autres moins. Alors, que les hôtels soient vraiment impactés négativement s'ils font rien. Aujourd'hui, ils peuvent plus vraiment rien faire, en fait. Donc, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'investir, pour montrer qu'on fait des efforts et pour que ce soit payant aussi du côté du client, que ce soit pas juste vécu comme une obligation. Alors, vous avez fait des travaux de recherche par rapport à ce sujet-là. Combien de temps de travaux, justement, là-dessus, à peu près ? Le projet dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'était 3 bonnes années. 3 bonnes années. Et donc, à l'issue de ces 3 années, vous avez donc effectivement fait ces constats que vous venez de nous dresser, et vous avez d'ailleurs discerné, entre guillemets, 5 types de pratiques.
c'est ça? Oui, dans une des premières études qu'on a faites avec plusieurs collègues, donc on avait essayé de dresser une liste en fait de toutes les pratiques possibles pour un hôtel et puis toutes les pratiques possibles aussi pour les clients. Et l'objectif en fait, c'était de voir pourquoi est-ce que certaines pratiques étaient perçues positivement ou négativement. Donc on a essayé de comprendre un peu quels pouvaient être les facteurs explicatifs et donc en utilisant l'effort perçu par exemple, quel est l'effort que perçoit le client de la part de l'hôtel. Vous nous donnez un exemple par rapport à ça? Oui, par exemple, on peut imaginer que isoler tout le bâtiment, c'est un effort important. Parce que ça demande un investissement financier. Oui, tout à fait. Et puis alors après il y a des efforts, il y a des choses par exemple comme je ris, je suis désolée, mais sur la réutilisation des serviettes. Là, l'effort, il n'est pas du côté de l'hôtel, il est du côté du client. C'est-à-dire que l'hôtel met à disposition des serviettes, charge au client de se dire je vais peut-être pas utiliser 3 serviettes le même soir. On lui demande de les conserver d'un jour sur l'autre. Voilà. Et c'est normal, chez soi, on change pas les serviettes tous les jours. Enfin, je sais pas, mais. Je vous confirme. Donc, et là, l'effort, il est porté plus sur le client que sur l'hôtelier. Donc ça, c'est quelque chose qui est un frein, en fait, pour les clients. En tout cas, qui contribue à créer une image plutôt négative. Ce que vous voulez dire, c'est que les pratiques durables doivent être partagées, aussi bien par les professionnels que par les clients. Ouais, tout à fait. Et donc, ça doit être partagé. L'effort, les clients, ce qu'on a vu, c'est que les clients, ils sont d'accord de faire des efforts s'il y a un effort de la part de l'hôtel. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'ils ont besoin de voir qu'il y a une efficacité environnementale, c'est-à-dire que la pratique a un vrai impact. Donc ça, c'était un autre critère. Et comment on arrive à le démontrer d'ailleurs, qu'on est efficace d'un point de vue environnemental? Ouais, c'est pour ça que je parle bien de perception de l'efficacité. Dans nos résultats, on en parlera peut-être après, mais dans nos résultats, on a vu que certaines pratiques étaient considérées comme peu efficaces. Par exemple? On est à froid là. Oui, si, l'alimentation bio par exemple. C'était plutôt dans la catégorie des pratiques qui étaient considérées comme accessoires, notamment parce que perçues comme peu efficaces d'un point de vue environnemental. D'accord. Et pourtant, on fait travailler des producteurs locaux parfois, et puis c'est bon pour la santé. Oui, et puis c'est bon pour l'environnement. Donc vous avez parlé de 5 pratiques. Donc là, est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement qu'on peut évoquer? Alors oui, en fait, il y avait plusieurs critères et on a donc construit à partir de ces critères et des réponses aux questions 5 grands types de pratiques. Donc avec des pratiques qui sont considérées comme accessoires, des pratiques qui sont considérées comme exceptionnelles, des pratiques qui sont considérées comme opportunistes, dans lesquelles on va retrouver justement tout ce qui est consommation d'eau et d'énergie. Et puis et c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont un petit peu surprenants aussi. Notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que des clients vont avoir l'impression que la pratique a peu d'impact d'un point de vue environnemental, alors que si. Et puis il y a des choses qui vont trouver exceptionnelles, et c'est par exemple avoir un compost ou un potager, voilà. Donc à l'hôtel. Ouais. Ça existe ça de plus en plus. Existe, ouais. Et ça a quel impact justement sur le client? Parce que le client finalement il est là pas forcément à la journée, en tout cas peut-être dans certains établissements, mais généralement quand on est à l'hôtel c'est plutôt le soir. Le fait de savoir qu'il y a un composteur, ça change quoi dans la perception du client? Ça donne déjà l'impression que l'hôtel fait un effort et qu'il est plus engagé que s'il faisait que demander au client de réutiliser ses serviettes. Et donc, après, oui. C'est important, ce que vous dites là aussi, c'est quel est l'impact sur le client. Le client, un des autres critères pour construire cette typologie, c'était aussi l'impact que ça peut avoir sur l'expérience vécue par le client. Il y a des expériences qui peuvent être justement développées, des offres qui sont développées par les hôteliers. L'exemple que je prenais tout à l'heure de l'hôtel vers Bordeaux propose par exemple des bains de forêt. Alors effectivement, c'est un certain type d'hôtel avec une clientèle qui correspond aussi, mais bains de forêt, un parcours de land art, la possibilité d'aller visiter le potager. Les clients sont hyper demandeurs en fait. Ils demandent quand ils voient les chevaux de trait s'ils peuvent monter dessus. On arrive presque déjà à la fin de cette émission, le temps passe très vite. Est-ce que vous diriez qu'en Savoie, on est un bon exemple à suivre? Est-ce que les professionnels jouent bien le jeu, ont des bonnes pratiques, que les clients sont réceptifs à ces pratiques-là? Ou est-ce que vous diriez finalement qu'il y a encore du travail à faire? Alors je pense que du travail à faire, il y en a toujours, oui. Mais qu'on est vraiment sur la bonne voie.
Voilà, des deux côtés. Aussi bien de la clientèle, on voit que les mentalités changent, que les gens ont envie de préserver davantage ce qui les entoure, qui sont prêts à faire un peu plus de sacrifices. Et encore, je mets des guillemets, parce que c'est pas... prendre une douche de moins de 20 minutes, c'est pas forcément un gros sacrifice non plus. Mais et puis les hôteliers, jouent le jeu de plus en plus. Il faut juste réussir à les accompagner et puis peut-être aiguiller sur quelles sont les pratiques les plus importantes. Voilà, essayer de prioriser. Et revendiquer cette démarche-là quand on a un hôtelier, c'est aussi une opportunité d'augmenter les prix peut-être ? Alors, quand il y a un coût, ça peut être effectivement, ça peut nécessiter une augmentation de prix, mais il faut pas que ce soit, en tout cas, c'est très compliqué la question de la communication. Je pense qu'il y a beaucoup d'hôteliers qui pensent encore aujourd'hui qu'il faut pas communiquer sur la question. Parce que ça les dessert. Et on a vu, nous, dans la dernière étude qu'on a menée, dont j'ai pas parlé là, que au contraire, en fait, si on arrive à communiquer sur les efforts qui sont faits, on arrive à voir, en fait, en face des clients qui sont prêts à faire des efforts. Ça peut être des efforts financiers. Et le fait qu'en Savoie, on accueille beaucoup de touristes nationaux, internationaux, ça booste, entre guillemets, les professionnels aussi, face à une clientèle un peu diversifiée, exigeante. C'est plus facile peut-être de le faire en Savoie que si on était dans une zone moins touristique. Alors, je pense que oui, le fait que ce soit très très actif, forcément, ça booste toutes les activités et aussi peut-être cette implication. Et puis après, ce qui est peut-être plus difficile, c'est de pouvoir répondre en fait à toutes les attentes et toutes les. On sait que toutes les clientèles n'ont pas la même perception en fonction de leurs caractéristiques. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la culture, par exemple. C'est vrai, donc ça complexifie en même temps. Ça, on peut dire que ça peut créer une émulation. Merci beaucoup. Lydie Bonnefoy-Claudet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et membre du laboratoire IREJ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on remercie nos 3 invités dont vous faites partie d'avoir été présentes dans cette émission où on parlait de tourisme estival. L'économie autrement, c'est déjà terminé. 19h17. Nous étions en direct. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Profitez bien du lac et à très bientôt. Portez-vous bien. 24h sur 24. 7 jours sur 7. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.